Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Hervé Morin. Pierre Devino, bonjour. Vous êtes le président des centristes, président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. L'Iran frappe à nouveau Israël, 13 victimes depuis vendredi. Nous allons bien sûr parler des derniers événements entre ces deux pays. Vous allez nous expliquer comment, selon vous, Israël en fait nous rend cet immense service de faire reculer le programme nucléaire iranien. Nous nous interrogerons bien sûr aussi sur ce que le président de la République qualifie désormais de désinhibition de la violence, après avoir critiqué ceux qui surfaient sur ce qu'il appelle, lui, les faits divers. Quelle solution à ces couteaux quotidiens, si j'ose dire, le tout répressif, ou quand même une pointe de pédagogie et d'éducation, même si ce sera forcément sur le temps long. Et puis justement, en parlant de temps, 2027, c'est à la fois long et proche. On peut en tenir sous le quinquennat Macron. Et quelle suite? Une droite conservatrice ou plutôt une droite centriste? En somme, êtes-vous plutôt Bruno Retailleau ou Édouard Philippe? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le bras de fer se poursuit entre Israël et l'Iran. 13 morts en territoire israélien depuis vendredi. Une nouvelle attaque encore hier avec à nouveau des victimes, on vient de le voir. Israël riposte sur une échelle de 1 à 10. Où situez-vous le risque d'embrasement? Je voudrais tout d'abord rappeler et dire, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est qu'Israël nous rend service. L'Iran n'a jamais respecté ses engagements. J'étais ministre de la Défense, on avait déjà toute une série d'éléments démontrant la volonté de l'Iran d'aller vers un programme militaire. On a eu un accord en 2015. Cet accord n'a pas été respecté. Le traité de non-prolifération n'est pas respecté non plus par les Iraniens. Juste pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui à environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ce qui veut dire qu'il faut quelques jours, pour que l'Iran puisse atteindre des matières fissiles permettant de faire une bombe, c'est-à-dire à plus de 90%. Et c'est à peu près, quand on a 400 kilos d'uranium, c'est à peu près, quand on arrive à 90%, c'est-à-dire à l'uranium enrichi suffisamment pour une bombe nucléaire, c'est à peu près l'équivalent de 10 armes. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que vous avez la matière que pour autant vous avez encore la totalité de la capacité à projeter une arme nucléaire. Ni le savoir-faire. Ni le savoir-faire. Mais les Iraniens ont beaucoup travaillé sur la balistique et sur les missiles. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui. Ils avaient des missiles à propulsion liquide qui ne marchaient pas. Ils sont passés des missiles à propulsion solide et qui marchent. Donc ils ont l'instrument de propulsion, ils ont la matière fissile. Alors après, il y a toute une série de problématiques, il faut que le missile puisse tenir la route, etc. Bon, mais il n'empêche que l'accord de 2015, il reposait sur l'idée qu'on ne permettait pas aux Iraniens de pouvoir aller jusqu'à la démarche ultime, parce qu'il y avait un délai au moins de 18 mois. Ce délai-là, il n'existe plus. Ça ne tient plus, ça. Ça ne tient plus. On sait qu'ils mènent toute une série de travaux sur des éléments liés à l'arme nucléaire, comme donc la question de la détonique. Donc, en quelque sorte, ce que les Israéliens font, c'est ce que, j'allais dire, presque la communauté internationale aurait dû faire. Il ne faut pas discuter avec l'Iran, parce que Donald Trump, juste avant l'intervention israélienne, était en pleine négociation avec l'Iran. Il pensait qu'il pouvait arriver à Stéphane Dupont, moi, bien entendu, tout ça ne sont que des supputations, mais je pense que il n'y a que la force qui marche avec l'Iran, c'est ce que vous voulez dire. Je pense même autre chose, c'est que les Israéliens sont intervenus cette semaine, parce qu'il y avait ces discussions à Oman dimanche, et qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans les mains d'un accord bancal et d'un mauvais accord qui les aurait rendu difficile une intervention militaire. Alors pour comprendre donc je pense qu'ils l'ont anticipé pour se dire on ne va pas choper un accord entre Trump et Khamenei qui globalement est un accord qui ne nous satisfait pas. Je rappelle, parce que c'est une observation, pardon, excusez-moi, qu'on m'a faite hier, en me disant mais pourquoi vous interdisez aux Iraniens d'avoir l'arme nucléaire alors qu'il y a d'autres pays qui ont l'arme nucléaire? Il y a une grande différence. C'est que les Iraniens, depuis que les mollahs sont au pouvoir, disent qu'il faut éradiquer Israël.
C'est pas l'arme nucléaire pour se protéger, c'est pas notre ultime protection, ultime sécurité. C'est une arme offensive qui peut éventuellement servir à éliminer Israël, puisque c'est dans le programme des Mollahs depuis 1980. Eh bien justement, devant ce danger de la disparition d'Israël, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, était sur Europe 1 hier soir. Il a dessiné l'objectif d'Israël face à l'Iran. Je vous propose de l'écouter. Notre but est de nous débarrasser complètement des capacités nucléaires militaires iraniennes et de nous débarrasser complètement des capacités militaires qui leur permettraient de menacer notre existence. Le régime comme tel n'est pas notre but. Ça doit être le but des Iraniens. Si le régime tombe, ça ne sera que la meilleure chose pour les Iraniens eux-mêmes, pour la stabilité de la région, pour la paix dans la région, parce que sans les Iraniens, il y aurait la paix entre tous les pays de la région. C'est eux qui sèment la zizanie, c'est eux qui essayent de faire en sorte qu'il y ait des tensions, parce que c'est un régime qui se définit comme un régime révolutionnaire qui a pour but de changer la situation sur le terrain. Voilà, donc Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. Mais cela dit, Pierre Devineau vous a posé une question que je me permets de reprendre parce qu'elle me semble importante. La possibilité de l'embrasement. C'est-à-dire, nous sommes devant une opération qui, pour l'instant, est ciblée. L'Iran répond, j'ai pas répondu à la question. Mais elle est importante parce que l'Iran a des alliés néanmoins. Est-ce que vous redoutez quelque chose comme un embrasement ou est-ce que ça va demeurer finalement un conflit relativement régional? C'est juste, il y a deux questions à travers le programme nucléaire iranien. La question que j'ai posée, mais derrière la question de la prolifération. Oui. Parce que le jour où les Iraniens ont l'arme nucléaire, croyez tout de même pas que les grandes puissances de la région vont se priver de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on va vers un modèle de prolifération dans lequel on embarque très probablement l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Turquie. Donc, c'est pas une petite histoire. Ça, c'est le premier sujet. Le second, sur l'embrasement. En effet, c'est le sujet. Je peux pas lire dans une boule de cristal et personne ne peut le faire. Mais quels sont les alliés de l'Iran aujourd'hui? Est-ce que les Iraniens ont... Vous ne répondez pas. Il y en a très peu. Il y avait les Russes. Mais... Oui, mais les Russes, ils sont déjà embarqués dans leur histoire. Ça ne leur donne pas quand même des moyens gigantesques. Bon, après, est-ce que l'Iran a intérêt à créer les conditions, la provocation qui amènerait l'embrasement? C'est-à-dire, grosso modo, attaquer les champs gaziers du Qatar, des Émirats arabes unis, etc. C'est probablement du domaine du suicide du régime. Parce que s'ils se mettent dans une situation d'avoir globalement l'ensemble des pays de la région qui leur sont hostiles, avec un régime dont je rappelle, et on oublie toujours de le dire, le courage du peuple iranien qui cherche enfin à obtenir un régime auquel ils aspirent. Donc, clairement, une situation intérieure extrêmement compliquée, parce que je ne peux pas croire que tout d'un coup les Iraniens soient derrière leurs mollahs, et de l'autre, des pays dans la région qui ne pourraient pas accepter que, globalement, on remette en cause leur modèle de développement. Alors, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Jordanie, tous ces pays-là, et l'Arabie saoudite, on sait à quel point Mohamed Ben Salman joue un rôle important dans cette région. Qui décide de quoi? Comment est-ce que les gens examinent la situation? Vous aurez observé les réactions très mesurées des pays du Golfe. Globalement... Ça veut dire quoi, justement, cette réaction mesurée? Ça veut dire que, très clairement, ils étaient inquiets, et ils sont inquiets du développement du programme nucléaire iranien. Quand j'étais Donc ils ne peuvent pas dire qu'Israël leur rend service, mais c'est le cas? C'est ce que vous diriez aujourd'hui, Hervé Morin? Je ne vous ferai pas dire ça, mais j'ai le souvenir de conversations avec les dirigeants de ces pays quand j'étais ministre de la Défense. C'était pour eux une source d'inquiétude absolument majeure. Et Mohamed Ben Salman avait fait un pas vers Israël pour la normalisation des relations diplomatiques juste avant le 7 octobre 2023, on s'en souvient. Nous sommes d'accord. Alors, la question de l'embrasement, vous dites on ne peut pas la redouter particulièrement en ce moment? Je dis qu'il y a tout de même pour l'Iran... Mais vous voyez une suite... Et avec un pays qui est quand même aujourd'hui militairement faible. J'entends. Bon. Mais est-ce que, selon vous, parce qu'à partir des événements d'il y a quelques jours, est-ce que nous sommes engagés dans un processus long ou une séquence assez brève finalement, où Israël mène ses opérations et c'est terminé? Oui, vous me demandez d'écrire l'avenir. Mais non, pas vraiment. Je vous demande dans quelle mesure vous évaluez la possibilité que plus ça dure, plus ça s'embrase. Non, moi je pense qu'on peut aussi avoir une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'effondrement du régime. Vous y croyez? Il n'y a pas un risque. Quand on entend l'ambassadeur d'Israël, c'est un peu... Moi, j'ai l'impression que j'entends depuis 20 ans l'idée que dans 6 mois, le régime va tomber.
tout de même, une grande partie des dignitaires une partie des dignitaires et des dirigeants militaires, des gardiens de la Révolution ont été, de toute évidence, réduits à néant. Donc le régime, il doit être quand même assez faible et assez fragile, avec un peuple qui aspire à la liberté, avec des femmes qui aspirent à pouvoir être reconnues comme telles. Je pense que tout de même, on a des conditions qui peuvent peut-être permettre à ce que, globalement, cette action militaire soit le coup de boutoir définitif sur le régime. Une dernière question, et ça nous concerne nous, puisque Bruno Retailleau a bien sûr demandé le renforcement du dispositif de sécurité en France après ce bras de fer. Ça concerne aussi, bien sûr, en grande majorité la popularité juive en France. Est-ce que nous sommes en danger et quel est l'état de l'armement en France ? Bien sûr qu'on est en danger, mais on l'est depuis malheureusement des années et des années. Est-ce qu'on a les moyens de riposter, monsieur l'ancien ministre de la Défense ? Non, ce que je sais, c'est que pour l'instant, mais Emmanuel Macron a évoqué l'économie de guerre, c'était au salon de Satori en 2022, et mot d'ailleurs très impropre, parce que l'économie de guerre, c'est quand, grosso modo, toute l'industrie civile se met au profit de l'armement. On transforme les usines de voitures en usines d'armement. Bon, donc le mot n'était pas bon déjà. Mais au-delà de ça, 2022-2025, il n'y a pas eu 1 euro de crédit militaire, de crédit d'équipement supplémentaire. J'ai réuni... Vous êtes sûr de ça ? Ah mais attendez, d'autant plus vous le dire, c'est que quand il y a eu les dernières annonces il y a quelques mois... Parce que le budget de la défense a augmenté. Oui, d'accord. Mais il y a des gels de crédit, il y a des reports de charges, il y a quand même la bagatelle de 8 milliards d'euros de reports de charges, c'est-à-dire que c'est 8 milliards d'euros sur l'année suivante. Mais je termine sur le... J'ai réuni les 50 entreprises en Normandie qui sont dans l'industrie de défense. Et tous m'ont dit, on a 2 sujets. Le premier, où sont les crédits ? Et le deuxième sujet, c'est la traçabilité. Parce que quand vous commandez à Dassault, à Thales ou à je ne sais qui, faut-il encore que les sous-traitants de rang 2 ou de rang 3 puissent savoir qu'ils vont avoir des commandes pour pouvoir procéder à des équipements, des investissements pour produire ensuite. Hervé Morel, invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On vous voit derrière vos écrans. Alors pour reposer et protéger vos yeux, nos opticiens proposent les verres Essilor-Eisen. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical. 5,89 € le mètre carré de stratifié. Vu le prix, autant repartir avec tout le dressing. Vous êtes sûr que ça va aller ? Bah oui, pourquoi ça n'irait pas ? Non, pour rien. Tu veux pas venir m'aider là, non ? Là, non. Brico Dépôt, voyez plus grand avec nos prix dépôt. La révolution a commencé. Citroën C3 à partir de 15 750 €. Porte ouverte ce week-end. Vous voyez ce caillou ? Si un gravillon comme ça heurte votre pare-brise, bam, c'est souvent un gros impact. Chez Carglass, on peut sauver votre pare-brise. Allez sur carglass.fr, tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez votre Carglass le plus proche, le jour et l'heure. Chez Carglass, on répare votre impact en 30 minutes. En plus, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Prenez rendez-vous en 3 minutes sur carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass remplace. Ne laissez pas la douleur impacter votre quotidien. Découvrez BioFreeze. Grâce à son action par le froid rapide, BioFreeze soulage les douleurs musculaires et articulaires. Retrouvez la liberté de faire ce que vous aimez. Freeze la douleur avec BioFreeze. Fournisseur officiel du Tour de France. Dispositifs médicaux. Place au Peugeot 3008. Le SUV français technologique. Place au nouveau iCockpit avec son grand écran panoramique. Place au plaisir de conduite en 100% électrique ou en hybride. Et pendant les 24 jours chrono Peugeot, jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie offert sur toute la gamme jusqu'au 24 juin.
La fabrique à glaçons Silvercrest est capable de produire jusqu'à 65 glaçons en 1 heure. Découvrez notre sélection cuisine, dont la fabrique à glaçons Silvercrest à 89 €. Dès lundi en exclusivité chez Lidl et toujours à prix Lidl. Et encore plus de choix 24 heures sur 24 sur Lidl.fr. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Sais-tu ce qui rend une connexion intense? Ressentir la chaleur de son partenaire. Avec Durex Intensity, découvre l'alchimie des 37 degrés. L'essence s'éveille, vous ne faites plus qu'un. Le nouveau matériau Bodyfil de Durex Intensity partage la chaleur corporelle. Découvre l'alchimie des 37 degrés. Ce produit est un dispositif médical. Aujourd'hui en France, tout est politique. 100% politique, c'est votre rendez-vous. Oui, il y a fondamentalement un problème dans notre pays. Ça s'appelle une présidence faible. Clash à l'Assemblée, polémique du jour. La stratégie de la carpette a échoué. Sujet de société qui divise le pays. Je me cogne contre leurs dogmes. Vous saurez tout. La querelle n'est pas importante entre nous. 100% politique, c'est tous les soirs sur CNews. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec le président des centristes Hervé Morin. Mélanie, cette jeune surveillante scolaire, est morte en Haute-Marne. Elle est morte, on peut dire, presque par hasard, car son meurtrier de 14 ans avait, oui, prémédité de tuer, mais un surveillant au hasard. Quentin, ce jeune qui a priori a tout sous le profil d'un délinquant ou d'un tueur, a sorti un couteau de 34 cm pour la tuer. Depuis ce drame, tenez-vous bien. Ce sont des informations d'Europe 1 et de CNews. Villeurbanne, menace de mort sur un CPE le 12 juin. Lyon, interpellation d'un mineur de 15 ans, auteur de violences par ascendant, 12 juin, qui a d'abord violenté son père et ensuite voulait viser le directeur du collège qui voulait repousser son brevet des collèges. Rochefort-sur-Mer, port d'armes prohibé, collégien de 14 ans en garde à vue. Dreux, interpellation d'un mineur pour menace d'attentat, mineur de 13 ans qui voulait tuer une surveillante. Je peux vous en citer d'autres comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Hervé Morin ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une désinhibition de la violence, comme le dit enfin le président Macron? Oui, je pense la société s'est transformée. Elle est d'une violence qu'on n'a pas connue pour nous qui sommes des générations précédentes. Et on voit bien que sur ce sujet-là, on ne peut pas se limiter simplement à une réponse pénale. C'est-à-dire quand on parle de santé mentale, ce n'est pas simplement le pénal qui peut être la réponse. Il y a la sanction, les courtes peines, l'augmentation des places. Que dit Bruno Retailleau ce matin prison, dans etc. le JDD, les courtes peines, les sanctions pour les parents. Il a parfaitement raison. Bon, tout ça, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ouais. Alors après, c'est une œuvre de très longue haleine, comme vous le disiez dans votre introduction. Mais regardons nous-mêmes, pour ceux qui sont parents. Moi, j'ai encore des enfants qui ne sont pas très grands, adolescents ou avant l'adolescence. Je suis moi-même responsable d'avoir trop souvent, comme l'expliquait la mère de mes enfants... Donc on vous dirait, on vous sucre les allocations parce que vous êtes responsable de votre enfant, va, vous êtes d'accord? mes enfants convenablement. Non, mais dans l'hypothèse où, Hervé Morin? Je veux dire que le premier sujet, le sujet clé, c'est comment on rebâtit un modèle de responsabilité des parents. Je veux dire, on ne peut pas demander à la société tout entière de régler la totalité des comportements individuels. Et d'ailleurs, tant mieux. Vous avez l'impression que les parents ont démissionné aujourd'hui? Écoutez, je ne dis pas que tous les parents ont démissionné, mais regardez autour de vous, quand vous êtes dans des réunions d'amis, combien de mômes sont avec des tablettes qui ont 8, 10 ans, parce que, grosso modo, ils vous foutent la paix pendant ce temps-là, pour prendre ce juste... Et la question de l'addiction aux écrans et d'une société de jeunes dont on est en train de transformer le logiciel mental est absolument gigantesque. Et on est tous responsables. Je vais vous donner ce chiffre qui est intéressant. J'ai mis de la Wi-Fi dans tous les lycées de Normandie. Je l'ai mise puissamment parce que les profs me disaient vous offrez des ordinateurs à chaque élève pour améliorer les conditions pédagogiques. Il faut qu'il y ait de la Wi-Fi puissante, etc. On l'a fait. Et les services, à la fin de l'année, me disent Président, on voudrait vous dire ça. 75 à 80% de la bande passante de Wi-Fi est utilisée pour TikTok, Instagram, Snapchat, etc. et les réseaux sociaux. Donc on a un sujet majeur
qui passe d'abord par la question de la responsabilité. Alors après, comment on responsabilise les parents? C'est ça le sujet. Mais la dimension n'est peut-être pas seulement politique, mais culturelle. Quand Bruno Retailleau, aujourd'hui dans le JDD, oui, il parle de mai 68. Mai 68, oui, donc il y a un marqueur historique, c'est-à-dire sacrifice de... Je n'aime pas simplement cette référence, parce que mais au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que les éléments fondamentaux de l'éducation, qui est aussi de dire que l'éducation, c'est aussi de savoir dire non et de savoir... Mais c'est le rapport à l'autorité, ça. En quoi la référence à 68 n'est pas la bonne dans les circonstances? Ça ne marque pas un avant et un après dans le rapport à l'autorité? Je ne suis pas de la génération 68 et pourtant, j'ai parfois été probablement trop permissif avec mes enfants, quoi. Vous voyez, bon. Alors après, on peut se dire que c'est une longue évolution. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de bâtir un modèle de responsabilité. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le sujet. Et sur les écrans notamment, qu'est-ce qu'on fait? La responsabilité sur le modèle éducatif. Est-ce que vous allez supprimer la Wi-Fi? Parce qu'on était sur le... Alors c'est la question. Alors j'ai posé la question. J'ai posé la question des élèves. Les élèves m'ont dit, mais écoutez, c'est très simple, s'il n'y a pas la Wi-Fi, on a la 5G. Bon, moi je trouve que ça aurait du sens d'interdire les téléphones portables dans les collèges et dans les lycées. C'est faisable? Bah oui, vous les mettez dans une boîte, terminé, etc. Bon. Parce qu'on rentre déjà avec des couteaux dans les lycées, donc avec un téléphone portable. Enfin, un téléphone portable, vous le mettez dans la boîte. Si vous le sortez en classe, tu vas le mettre dans ta boîte, ça se règle. Hein. Bon, c'est pas c'est pas le truc. Second point, il faut qu'il y ait une campagne d'information, un matraquage permanent sur les risques liés au réseau. J'allais dire un peu comme on a fait sur l'alcool au volant. Faire en sorte qu'on dise aux parents, les dégâts sont gigantesques, sont colossaux. Alors après, il y a toujours les parents pour qui tout ça mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller justement avec une menace sur les parents, comme le dit Bruno Retailleau, dit ce matin dans le JDD, la responsabilité des parents, c'est l'autre grand tabou. Il faut suspendre les allocations familiales mais ça suffit pas. Quand elles ne servent plus à éduquer. Ça suffit pas. Et 80%, tenez-vous bien, c'est un sondage CSA pour le JDD, Europe 1 et CNews, 80% des Français estiment qu'il faut sanctionner les parents de mineurs délinquants. Oui, mais tout ça, je dis oui, il faut toutes ces mesures coercitives. Je l'ai dit pour commencer. Mais je pense qu'il y a une partie de nos compatriotes pour qui tout ça ne suffira pas. Et donc à partir de là, c'est comment on bâtit un modèle où on essaie de faire en sorte qu'on s'adresse à tout le monde, et notamment à ceux qui sont les plus éloignés de toutes ces démarches-là. On a toujours ce sujet-là. J'ai été maire pendant 20 ans, je m'adressais sans problème à la population de mon village, sur 80 ou 85%, puis j'avais les 15% qui, globalement, étaient en dehors de ce monde-là. Bon. Deuxième sujet, il y a très clairement besoin de bâtir un modèle dans lequel on cherche à s'adresser à ceux qui sont les plus en difficulté et qui ne vont pas se suffire de la suppression des allocations familiales, etc. Et là, je dis qu'il y a des choses à faire. Le programme, par exemple, ce qu'on appelle les 1000 jours, qui permet globalement l'intégration de la parentalité, de l'éducation dans la construction de l'enfant, la prise de conscience sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut aussi mettre en place des modèles dans lesquels on permet d'avoir des réponses. Pardon, vous savez combien il y a de pédopsychiatres dans le département de l'Eure? Mon département. 4. Vous savez combien il y en a en Moselle? C'est Nathalie Collin-Austerlet, qui est députée de Moselle, qui va présenter un rapport dans quelques jours sur ce sujet et qui m'appelait hier soir pour me raconter. Il y en a 7, 1 million d'habitants. Il faut faire en sorte qu'on puisse avoir une gradation progressive de la prise en charge de ces enfants en difficulté. Ça commence chez le généraliste. Et ça ne va pas directement chez un pédopsychiatre ou ça ne va pas immédiatement dans un centre médico-psychologique. Il faut faire en sorte que les généralistes puissent avoir une formation sur les généralistes, on en trouve, bien sûr. Mais est-ce que le modèle... Est-ce qu'il y a les médecins scolaires? Il n'y a quasiment plus de médecins scolaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas danger à médicaliser immédiatement la question? Mais je n'ai pas parlé que de médicalisation. J'ai parlé d'éducation, j'ai parlé de prévention. Je parle aussi de détection. C'est ça que ça veut dire. Il y a aussi un sujet, qu'on n'ose pas évoquer parce que ce n'est pas politiquement correct, qui sont les enfants de l'ASE. Eh bien, il faut de l'aide sociale à l'enfance. Pardon, parce que les sigles, on ne les connaît pas forcément. Nathalie Collin-Austerlet me disait, dans le cadre des auditions qu'elle a procédées, 30% des urgences pédopsychiatriques sont issues d'enfants
d'enfants qui sont dans les dans les médicalisés. Mais justement, c'est la question de Mathieu Bocoté. Est-ce qu'on ne va pas trop vite vers, pardonnez-moi la référence cinématographique ou littéraire, vers Vol au-dessus d'un nid de coucou? Est-ce qu'on ne va pas médicaliser des gens qui n'ont pas besoin d'être médicalisés? Et est-ce que Bruno Retailleau n'a pas raison ce matin de dire qu'il faut des établissements spécifiques pour les mineurs violents? Mais alors, non mais attendez, il y a 57 centres d'éducation fermés en France, c'est quand même pas assez. J'entends bien. Quand vous avez un enfant qui a 6-7 ans, qui commence à avoir déjà, parce que c'est dès la petite enfance qu'il y a des problèmes, il faut bien faire en sorte qu'on s'en occupe. Et c'est pas une réponse pénale sur tous ces enfants-là. Je vous dis pas de mettre des enfants de 6 ans en prison. Et quand il s'agit... Non, mais j'ai pas dit ça. Mais quand il s'agit d'enfants de l'ASE, les parents sont plus là. Est-ce qu'on fait en sorte qu'on crée les conditions pour qu'il y ait suffisamment de familles d'accueil plutôt que de les avoir dans des structures? Je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas le droit d'être famille d'accueil si on travaille. Est-ce que dans toutes les familles de France, les parents ne travaillent pas? Vous parlez des tabous, à tabou et demi, pourrait-on dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des enfants qui sont tout simplement, on ne peut pas les intégrer dans un établissement normal? Leur scolarisation cause problème, ils polluent la vie de tous ceux qui sont là. Ce que propose Bruno Retailleau est une excellente idée. L'idée d'avoir des établissements dans lesquels... Oui, c'est très bonne idée. Réservé au cas problème et en finir avec l'inclusion à tout prix. Mais de côté, vous voyez bien que la réponse, elle n'est pas simplement pénale, elle n'est pas simplement dans la sanction, elle est dans la création d'une espèce de chaîne qui s'occupe des enfants et des parents, au début, la parentalité, etc. Oui, on peut se dire pour nous, c'est quand même incroyable de pas s'occuper de son môme comme il faut dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Mais pour ça, il faut des moyens. Ces familles, ça existe. On est d'accord. Mais c'est pas tellement... Les moyens, il y en a de moins en moins. Donc, comment on fait? D'accord. Mais pardon... Non, mais c'est un vrai sujet. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de pédopsychiatre, mais comment on finance tout ça? Pardon, mais permettre à des enfants qui sont... dans des centres, d'aller dans des familles d'accueil, déjà ça coûte beaucoup moins cher. Et puis on peut se dire que la famille d'accueil, ça va être autre chose que le bouillon de culture que peut-être un centre. Hervé Morin est l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. On revient dans un instant. À tout de suite. Il n'y a pas d'âge pour vivre de grandes choses, mais il y en a un pour adopter davantage de bons gestes. Une cuillère à soupe d'huile Isio 4 contient des oméga 3 qui contribuent au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Pas d'erreur, c'est le sien. Protégez votre chien contre les puces électriques pendant 1 mois grâce à Front Pro. Votre comprimé à croquer appétissant et facile à donner pour que les puces électriques ne viennent pas se mettre entre vous. Front Pro est un médicament vétérinaire disponible sans ordonnance. En 2025, l'hybride est la motorisation numéro 1 du marché. Et ça ne s'arrête pas là. La Toyota Yaris Cross reste l'hybride la plus vendue de sa catégorie. Alors vous aussi, passez à l'hybride Toyota. Pendant les journées mode éco, profitez d'une prime à l'hybride Toyota allant jusqu'à 5 500 € sur l'ensemble de la gamme. Portes ouvertes ce week-end. D'instinct, les chiens cachent leur douleur et leur malaise, et il est difficile de les détecter à temps. Si vous avez un chien, vous connaissez sûrement ce problème. C'est pour ça que je fais confiance à Tractive. Le collier connecté Tractive me permet de surveiller le rythme cardiaque et respiratoire de mon chien. S'il détecte des changements qui passeraient inaperçus, je peux consulter le vétérinaire à temps. Et si jamais mon chien fugue, je le retrouve en un clin d'œil grâce au GPS. Commandez-le sur tractive.com. Inès et Marco ont vendu leur voiture trop petite avec sérénité. Et oui, ils l'ont vendue rapidement en déposant gratuitement leur annonce sur La Centrale. Vous aussi, téléchargez l'appli. Chez Direct Assurance, on vient chercher votre véhicule accidenté et on vous le ramène réparé. C'est ça, Direct Assurance. Bien assuré, direct réglé. Je sais que c'est Direct réglé, mais on est encore dans la pub Direct Assurance. Direct Assurance. Run and skip and jump as life goes merrily along, because I've got you, you've got me. Pour vivre sa meilleure vie, il faut la meilleure nutrition. Edgar et Cooper, des repas vraiment nutritifs.
Venez découvrir Dacia Sandero à partir de 99 € par mois durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin. Avec le temps qu'il fait, je me pose la question, comment m'habiller pour ne pas fondre avec cette chaleur? Ça, c'est peut-être un peu trop. Zalando. Retour sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews, les Échos, avec Hervé Morin. Rarement le pays a été dans une incertitude politique aussi dense, Hervé Morin. Nous ne sommes pas encore dans ce qu'on appelle le money time, et pourtant le désaveu d'Emmanuel Macron est toujours aussi fort. Un sondage Odoxa Backbone indiquait il y a déjà un mois que 84% des Français ne souhaitaient pas qu'il se représente en 2032, puisqu'effectivement il y a cette petite musique qui monte. Pour 2027... Ce qui nous intéresse, Édouard Philippe trace sa route et croit en une victoire au centre. Les Français, pourtant, n'ont jamais été autant en demande de radicalité. Alors, la question, c'est qui ou quelle droite pour gagner en 2027 face aux extrêmes? La première question que moi j'aimerais qu'on pose, c'est est-ce qu'on doit attendre 2027? Concrètement, vous appelez la démission d'Emmanuel Macron? Moi, je dis qu'on est en train de perdre un temps précieux d'un pays en grande difficulté. Vous avez vu les sujets qu'on a peut-être, mais enfin, la décision n'appartient qu'à un seul homme. Mais si on a le sens du pays... il faut qu'il parte. Mais on va être contraire. Vous invitez Emmanuel Macron à démissionner. Je dis que le président de la République qui dirait au nom de l'intérêt de la France, pour ne pas perdre 2 ans dans l'état dans lequel se situe la vie politique, avec une partie de l'Assemblée nationale où on a le sentiment d'avoir Robespierre, Marat et Saint-Just qui sont là pour couper les têtes tous les jours. Il y a Robespierre qui est Marat et qui est Saint-Just. Oui, les mélanchonistes et les filles, etc. Il a complètement exclu Emmanuel Macron de démissionner. Oui, écoutez, non mais vous voyez bien... Et il a dit qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. Monsieur, vous avez vu dans quel état est la France. Vous avez vu dans quelle situation budgétaire nous sommes. Vous voyez bien qu'on est face à des problématiques sur lesquelles on a besoin de réponses. Donc vous dites aujourd'hui qu'il faut qu'il parte, il faut qu'il démissionne. Je dirais, laissons Hervé Morin avoir un pouvoir de conviction ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Si vous voulez mon point de vue, le président de la République dirait, voilà, la situation du pays est trop grave. On voit bien que rien ne bouge, rien n'avance. J'ai un autre sondage sur la presse concurrente, je ne sais pas si vous avez vu. L'état dans lequel, d'opinion favorable dans lequel est le couple exécutif. Bien. Disons, on laisse le temps aux partis politiques de s'organiser. Le temps, les primaires, pas les primaires, choisir son candidat, pas comme ça du jour au lendemain. Et on décide qu'il y a un rendez-vous qui aura lieu en fin d'année ou en début d'année prochaine. Ce serait, je pense, rendre service au pays, rendre service aux Français. Est-ce qu'on peut se dire qu'une seule fois, plutôt que d'aller au Groenland aujourd'hui, on puisse se dire, ben voilà... l'intérêt majeur, l'intérêt supérieur de la nation, pour reprendre une formule du général de Gaulle, c'est celle de faire en sorte qu'on puisse avoir un pays qui est un exécutif, qui puisse décider, mettre en œuvre des réformes avec un Parlement qui va le suivre. Alors, imaginons que ça se concrétise. Voilà. Imaginons que Emmanuel Macron vous téléphone et dit « Vous avez tout à fait raison, je quitte ». Alors là, qui soutenez-vous pour la suite? Moi, je l'ai déjà dit au moment de la campagne des primaires. Et l'interview d'aujourd'hui de Bruno Retailleau me dit que ce qu'il dit est ce qu'il faut pour la France. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. J'ai toujours dit que je trouvais... Je vais vous dire... Donc Bruno vous êtes plus Retailleau que Édouard Philippe. Je ne suis pas en train de déterminer lequel j'aime le plus. C'est la question qu'on vous pose. Je dis que le discours et le projet politique de Bruno Retailleau, pour moi, convient à ce dont a besoin la France et les Français. Voilà. Et si je prends le problème à l'envers, qu'est-ce qui vous convient pas dans le programme d'Édouard Philippe? Non, mais je ne vais pas commencer à expliquer ce qui ne va pas dans le programme d'Édouard Philippe. Mais vous êtes le président des centristes, donc normalement, ou alors j'ai pas compris la sémantique des centristes, vous êtes plus proche d'Édouard Philippe. Et il y a des éléments de caractère que j'aime chez Bruno Retailleau. C'est pas un homme qui ment, c'est un homme qui tient parole, c'est pas si fréquent. C'est pas le cas d'Édouard Philippe? Mais Édouard Philippe tient parole aussi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais moi, je l'ai vécu, Bruno Retailleau, durant des campagnes présidentielles. Et à chaque fois, il est allé jusqu'au bout de ses convictions, de sa détermination. Il n'a pas cherché à commencer à négocier avec les autres. Il a cette constance dans l'expression et dans le projet.
Voilà, et donc je trouve que ce ministre de l'Intérieur qui voudrait tellement faire de choses et qu'il ne peut pas faire, comme d'ailleurs il le dit dans son interview, parce que le Parlement est tel qu'il est, eh bien, je trouve qu'il tient un discours. Et pardon de le dire, je dis aux Français, si après Emmanuel Macron, homme avec peu d'expérience à la tête du pays quand il est devenu président de la République, amène nos compatriotes à se dire on va prendre encore quelqu'un de moins expérimenté, qui n'a jamais bossé de sa vie, qui s'appelle Jordan Bardella, c'est qu'on a décidé d'être suicidaire. Suicidaire. Ah oui, suicidaire, parce que, pardon, c'est peut-être parce que j'ai 63 ans, mais je pense qu'en politique, on est meilleur à 50 ans qu'on est qu'à 30 ans. Je pense qu'on a besoin d'expérience. C'est le seul critère qui vous dit que c'est une idée suicidaire. Oui, parce que, pardon, il n'a eu jamais aucune responsabilité d'aucune sorte. Et je pense que pour accéder à la présidence de la République, il faut exercer des responsabilités, comprendre quels sont les ressorts profonds du pays quand on est à la tête du pouvoir, parce que entre le discours que vous tenez sur un plateau de télévision et le moment où vous annoncez les choses, c'est plus du tout la même musique. Donc on n'a pas le droit d'avoir une jeunesse en politique. Oui, on a le droit d'avoir une jeunesse, mais on a le droit d'avoir une jeunesse qui. Mais vous lui reprochez juste son âge ou ses compétences, Hervé Morin? C'est ça aussi la question. Qu'est-ce qu'il a démontré comme compétence? Je vous pose la question. Aucune. Et quel mandat a-t-il exercé en responsabilité? Maire? Président de département, président d'intercommunalité, président de région. Cela dit, vous notez ça, vous notez la question, ce que vous appelez le fait qu'il soit trop jeune ou qu'il n'y ait pas assez de responsabilités. Est-ce que vous reprenez, cela dit, l'accusation plus fréquente en disant il est par ailleurs infréquentable parce que c'est un extrême? Pour vous, Bardella, c'est. Non, mais moi, je pense que son projet politique n'a strictement aucun sens et qu'il ne tient pas la route. Et d'ailleurs, il est extrêmement. Parce que, par exemple, Trump a cette vertu, c'est qu'il démontre aux Français que tous ceux qui vous expliquent que le protectionnisme est l'alpha et l'oméga de demain, Trump est en train de démontrer tant à LFI qu'au Rassemblement national que ça ne marche pas. Et que l'économie, elle est d'une interdépendance. Qu'on a le droit de ne pas être naïf, qu'on a le droit de se mettre un certain nombre de protections sur des secteurs ou des stratégies industrielles, mais les droits de douane massifs qui permettraient globalement de pouvoir sauver l'économie d'un pays, tout ça, c'est des conneries. Je vous arrête parce que le protectionnisme à la Trump, les droits de douane que vous mentionnez qui sont surélevés, ça c'est Trump, mais le protectionnisme, il a toujours existé aux États-Unis, y compris dans la politique de Biden. Et c'est ce qui sauve sans doute l'économie américaine par rapport à l'économie européenne. Pierre de Villemot, le protectionnisme, il peut prendre différentes formes. Le protectionnisme, il peut être aussi sur d'autres éléments que ce qu'on appelle les tarifs, ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires. Bien sûr. Par des réglementations. C'est ce qui s'appelle la souveraineté. C'est ça. Et là, on est d'accord. Mais Donald Trump, c'est les droits de douane massifs. Et là, on voit bien qu'immédiatement se pose une question, c'est l'augmentation de l'inflation, c'est la question du pouvoir d'achat du pays. Le Rassemblement national, pour vous, il est pas fréquentable à cause de son projet économique ou dans sa globalité? Non, mais je prends cet exemple-là parce qu'on a une application concrète de ce que propose tant LFI que le Rassemblement national, parce qu'ils sont souvent à peu près sur les mêmes sujets quand il s'agit de ces thématiques-là. Bien. Et on voit bien que c'est une erreur fondamentale. Et d'ailleurs, les peuples s'en sont rendus compte parce que quand il y a eu des élections, notamment au Canada, l'élection a changé après... le résultat de l'élection a changé par rapport au pronostic. Donc, je dis... l'homme qui aujourd'hui incarne une solution à la fois d'ordre, de restauration des principes républicains, qui explique que le peuple et la démocratie doivent l'emporter sur la gangue juridique dans laquelle on est rentré. Ça, c'est dans tous les programmes politiques. La gangue juridique, c'est-à-dire le dévoiement de l'état de droit dont parle Bruno Retailleau? Je dis par exemple que sur la question de la lutte contre l'immigration, clandestine, il faut absolument qu'on passe par une voie référendaire pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec toute une série de jurisprudences qui nous empêchent de pouvoir faire les choses. Un référendum qui est nécessaire, mais dont la légitimité est contestée par certains. Oui, écoutez... La légitimité populaire, ça existe aussi. Oui, la légitimité populaire, on la voit. 64% des Français sont opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France. C'est un sondage CSA pour le JDD Europe 1 et CNews. Et 64% des Français également estiment que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République française. Voilà. Et Bruno, Monsieur Morin, comment est-ce qu'on départage Bruno Retailleau et Édouard Philippe? Parce que on comprend que vous penchez plutôt pour Bruno Retailleau, mais les deux veulent aller, semble-t-il, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on choisit? Je pense qu'il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est la primaire ouverte. À droite. À droite.
la primaire ouverte de 2012... Qui pourrait se présenter 2017, pardon. Elle a été une excellente primaire. C'est pas la primaire. La primaire fermée, c'est tout le monde n'en garde pas un très bon souvenir. C'est qu'a gagné François Fillon. Ceux qui ont perdu, ça forcément, ils n'ont pas gardé un très bon souvenir. Mais la primaire fermée, c'est qui a gagné non plus. Hein, vous avez vu comment ça s'est terminé. Enfin, d'accord, mais c'est pas à cause de la primaire. Mais on entend bien que c'est pas à cause de la primaire. Mais qui pourrait s'y présenter à cette primaire? Attendez, je veux finir sur cette histoire. Alors, la primaire fermée, c'est une très très mauvaise idée parce qu'on s'adresse à quelques militants, on a des discours à la con et qui fait qu'au bout du compte sort de l'isoloir un projet un candidat qui s'est adressé. Édouard Philippe n'est pas LR, Bruno Retailleau est LR, donc ce serait une primaire au-delà des partis. Alors on continue sur la primaire, mais une pause publicitaire avant. Bah oui, mais comme ça, ça permet. Je reprendrai cette question. Vous reprendrez cette question. Qui me semble très importante. J'entends bien, mon cher Mathieu. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. On avait dit lundi, mais bon, comme l'électricité est 4 fois moins chère que l'essence, et j'ai roulé jusqu'à la mer et voilà. On est jeudi. Jambe droite ou gauche? Et vous, ça vous dit de rouler pour 4 fois moins cher? En ce moment, une voiture électrique a gagné avec EDF. Chez Lidl, les 2 paniers de cabillaud sont à 2,29 €. Oui, 2,29 €. Choisir Lidl, c'est choisir les petits prix. Les paniers de cabillaud Lidl, croustillants et tendres à la fois. Saveur de l'année 2025. Choisir Lidl, c'est choisir la qualité. Mais pourquoi choisir entre le prix et le goût quand on peut choisir Lidl? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Parfois, pour voir le monde sous un nouvel angle, il faut accomplir des choses que l'on n'a jamais faites et se rendre là où l'on n'est jamais allé. Nouvelle Jeep Avenger 4xe, The North Face Edition. Gamme Avenger à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. L'intelligence, c'est bien plus qu'une suite de symboles à assembler. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il est devenu, l'animateur de la flamme? Il y avait une bombe qui allait exploser d'une minute à l'autre. Police! Écoute-moi au moins, peut-être que c'est le problème. Tu penses pour moi, tu penses pas à moi. C'est fait! Le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions! Ceci n'est pas un déodorant. Etiaxil est un détranspirant. Il est 2 fois plus efficace qu'un déodorant et vous garde sec pendant 5 jours. Etiaxil, le détranspirant numéro 1 en pharmacie. Sais-tu ce qui rend une connexion intense? Ressentir la chaleur de son partenaire. Avec Durex Intensity, découvre l'alchimie des 37 degrés. L'essence s'éveille, vous ne faites plus qu'un. Le nouveau matériau Bodyfil de Durex Intensity partage la chaleur corporelle. Découvre l'alchimie des 37 degrés. Ce produit est un dispositif médical. Fancy clothes. I'm a big fine car now. Oh yes I do. I miss the big stuff. Just like you say I am Mr. Big Stuff. Dacia Bigster, à partir de 24 990 € est maintenant disponible en motorisation GPL. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, avec Hervé Morin, président de la région Normandie, président des centristes. Vous êtes président de quoi encore? C'est tout. C'est tout. Et ancien ministre de la Défense. Et c'est Mathieu Bocoté qui vous repose la question de tout à l'heure. Alors, juste avant la pause, vous évoquiez la possibilité d'une primaire ouverte à droite. Oui, j'ai expliqué que la primaire fermée, c'était pas le bon système. Donc, avec des candidats, donc Édouard Philippe n'est pas LR aujourd'hui, Retailleau est LR, donc des gens qui ne sont pas nécessairement liés à un parti, une droite au-delà des partis. Est-ce qu'Éric Zemmour, par exemple, pourrait s'y présenter à cette primaire?
Écoutez, je pense qu'Éric Zemmour... il y avait pensé en 2022. Il avait pensé à se présenter à la primaire des LR, mais on lui avait dit non merci. Après, il faut déterminer où on s'arrête. Je vous pose la question. J'ai pas réfléchi. Vous avez à réfléchir. Parce qu'il prétend appartenir à cette droite, il souhaite l'union des droites. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas avoir 36 candidats. D'accord. Donc un seul candidat. Donc il faut un seul candidat. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, c'est que celui qui sortira le vainqueur de la primaire, je le soutiendrai. Et est-ce que Bruno Retailleau... Ça ne sera pas Zemmour, donc ça ira très bien. Quand savez-vous? Si la primaire est ouverte, vous le savez d'avance? Non, il ne sera pas, non. On a vu ses résultats. D'accord. Et sur Mme Pécresse aussi? Oui, on est d'accord. En tout cas, est-ce que vous dites... Oui, Hervé Morin, vous dites un seul candidat pour représenter ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le socle commun ou le bloc central. Est-ce que Bruno Retailleau, dans une élection au second tour de la présidentielle face probablement au candidat du Rassemblement national, est le bon candidat pour gagner? Parce qu'il a manifestement, il va avoir du mal à ratisser des voix à gauche, alors qu'Édouard Philippe, lui, aurait un espace un peu plus large. Une élection présidentielle, c'est d'abord un premier tour et un second tour. Le premier tour, il faut pouvoir sortir dans les deux premiers et faire en sorte ensuite de rassembler le plus largement possible. Voilà. C'est ce qu'avait fait, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy en 2007. Justement, est-ce que... Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait la campagne de François Bayrou. Quand François Bayrou a annoncé qu'il soutenait Ségolène Royal au second tour, j'ai dit, moi, c'est pas ma maison. Et donc, non, ça n'a jamais été ma maison. Il avait appelé à voter blanc, de mémoire. Non, il avait appelé à ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Appelons ça comme on veut. Juste une dernière question sur la politique, après on parlera du budget et notamment de l'énergie, puisque vous avez des pistes là-dessus, Hervé Morin. Je me souviens du mot de Guy Mollet, comme quoi on avait la droite la plus bête du monde. Ça a été repris plusieurs fois. Guillaume Tabar a fait un livre il y a quelques années, notre confrère du Figaro, qui s'appelle « Les 60 ans de rendez-vous manqués de la droite ». Et puis alors, il y a deux analyses qui se confrontent. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, une fois que la droite au pouvoir, qui pourtant s'annonce conservatrice, elle ne fait pas mieux que le centre mou. Et puis il y a, j'entendais chez Pascal Praud, il y a quelques semaines, Gilbert Collard, qui là, pour le coup, on ne peut pas lui faire défaut de bien connaître les électeurs, non pas du RN et surtout du FN qui est devenu RN. Et il dit, les électeurs qui, à un moment donné, voient qu'il y a un danger d'avoir Mélenchon au second tour, ils votent utile et ils votent pas RN, ils vont voter pour la droite conservatrice qui va agréger plus de monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Oui, ça me paraît assez juste. Ils ne prennent pas le risque d'aller vers le RN. Moi, j'ai le souvenir de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il avait su incarner un projet politique dans lequel, très clairement, il avait su rassembler bien au-delà de la famille qui était celle de l'UMP à l'époque. Et donc, je pense que Bruno Retailleau peut parfaitement incarner. Les gens, ils ont besoin de quoi? Ils veulent de la liberté, de l'autorité, de la stabilité. Et bien sûr de la stabilité politique. Mais ils veulent d'abord de l'autorité, de la liberté et de la responsabilité. Alors justement, dans cette instabilité, on l'a dit, et vous avez appelé tout à l'heure formellement le président Macron à démissionner sur cette antenne. Vous lui avez dit qu'on ne tiendrait pas comme ça jusqu'en 2027. Je dis que ça va être très très long d'être dans cette situation jusqu'en 2027. La France accuse 3 300 milliards de dettes, 60 milliards de remboursement d'intérêts de la dette par an. On va peut-être être à 80 en 2027. 40 milliards, c'est ce que recherche M. Lombard à l'économie. Alors 40 milliards, selon tous les économistes, c'est donner une croquette à un Rottweiler. Il faut beaucoup plus que 40 milliards. Puisque tout le monde est allé de sa solution pour trouver les milliards, allez-y de la vôtre, qui ne tente rien à rien. Vous pensez avoir une solution du côté de l'énergie pour trouver des économies? Il y a des économies à faire sur le champ de l'énergie, ça fait absolument aucun doute. Aujourd'hui, nous finançons massivement et lourdement des énergies renouvelables dont la France n'a pas besoin. C'est-à-dire? Ce qui ne fait que du nucléaire. En clair, la France produit 100 TWh de plus qu'elle ne consomme. La consommation électrique française, elle est celle des années 2000. Et nous payons de l'électricité 115 € du mégawatt. Aujourd'hui, si j'en crois la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, entre 90 et 100 € du mégawatt. Électricité que nous revendons à l'exportation, moitié prix. Moitié prix. Dans le même temps, monsieur... Moitié prix, ça veut dire à perte? À perte. En clair, aujourd'hui, le contribuable français paie 6 milliards d'euros pour subventionner des entreprises privées pour développer des énergies, des panneaux photovoltaïques achetés en Chine.
Deuxièmement, dans le même temps, vous avez des centrales nucléaires dont la prolongation de 20 ans coûterait 5 € du mégawattheure. En clair, la centrale, les 57 centrales d'aujourd'hui, si vous les prolongez de 20 ans, ça coûte 5 € du mégawatt. Donc, si on vous suit, il faut arrêter le renouvelable et on fait que du nucléaire. Il faut faire en sorte que le renouvelable soit au même prix que le reste. Soit ça marche pas. Mais considérez qu'on est aujourd'hui, nous, contribuables, amenés à payer entre 6 et 7 milliards d'euros par an pour acheter des panneaux photovoltaïques en Chine, alors que nous n'avons pas besoin de cette énergie, je dis, il faut faire une pause. Est-ce qu'on n'en aura pas besoin à l'avenir avec les voitures électriques? Oui, d'accord, mais donc dans ce cas-là, il faut mettre au moins de l'argent là où il faut le mettre, c'est-à-dire dans le développement de l'intensification électrique, comme on le dit. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui... Les usines de batterie, notamment. Oui, mais aujourd'hui, on est quand même dans un modèle, Pierre de Villemot, à l'heure où je vous parle, vous avez des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Parce que c'est les centrales nucléaires qui servent de variable d'ajustement pour faire en sorte que la production électrique soit au niveau de la consommation. Et vous savez qu'à chaque fois que vous arrêtez les centrales comme ça, vous les abîmez. On est quand même à un truc de Shadok, si on veut bien y réfléchir. 6 à 7 milliards aujourd'hui. Les perspectives sont entre 10 et 15 milliards chaque année pour financer les futurs programmes d'énergie renouvelable d'une électricité qui, pour l'instant, n'est pas nécessaire pour le pays. Mais de manière voilà très concrète, vous direz, le choix du renouvelable tel qu'on l'a fait depuis un certain nombre d'années a contribué à ruiner la France? Le choix du renouvelable, alors vous employez des mots qui ne sont pas les miens, le choix du renouvelable, aujourd'hui largement subventionné et financé à raison de 150 € du mégawatt pour acheter des panneaux photovoltaïques en Chine, quand on a des centrales nucléaires qui sont largement en capacité de fournir de l'électricité, je ne comprends pas. Donc concrètement, les parcs éoliens, notamment en mer, on arrête? Non, les éoliens, vous mélangez tout. Ah bah non, on parlait de renouvelables. D'accord, mais enfin, il y a tout type de renouvelables. C'est quand même une partie importante du renouvelable. Non mais il faut. Alors, on va rentrer un peu dans. Vous avez rendu joyeux des gens qui s'étaient dit tiens, Hervé Morin est contre les éoliennes. Là, finalement, on va rentrer dans les détails. Les détails, c'est quelle est l'efficience de chaque énergie renouvelable. Entre l'éolien terrestre, c'est 22%. Quand vous installez 100, en vérité, vous produisez 22. Bon. Si vous êtes dans le photovoltaïque, vous êtes encore en dessous. Donc il faut installer énormément pour produire de l'électricité. Et produire de l'électricité en sachant qu'on ne peut pas la stocker, avec des problématiques sur les réseaux, comme on l'a pu le voir en Espagne. Et un saccage des paysages. Là, et en plus de ça, on massacre les paysages. Il y a quand même quelque chose, je le dis, sur l'éolien terrestre qui est extraordinaire. J'ai posé la question aux Normands par un sondage que je fais chaque année, et j'ai posé cette question-là. Je dis, est-ce que vous êtes favorable à l'éolien terrestre? 7%. Entendez-vous bien, 7% des Français sont favorables, les Normands sont favorables à l'éolien terrestre. Et je dis que tout de même, en termes d'expression, de respect de la démocratie, de la volonté populaire, qu'on continue à foutre de l'éolien terrestre, là où les Français n'en veulent pas, et dont on n'a pas besoin en réalité pour notre production électrique, c'est quand même absolument aberrant. Il y a beaucoup d'élus locaux qui poussent à ça, vous avez été élu local. Moi, je combats tous les matins. Tout ça pour enrichir en plus des boîtes privées qui n'ont aucun principe dans les conditions d'éolien en mer, alors justement. L'éolien en mer, en revanche, l'efficacité énergétique de l'éolien en mer est beaucoup plus forte, puisque quand vous allez, vous mettez vos éoliennes en mer, il y a du vent quasiment en permanence et donc la production électrique est beaucoup plus forte. Donc c'est pas le même débat. Alors tout ça coûte très cher et donc vous dites que ça coûte très cher aux Français. Par ailleurs, dans les prochains temps, il n'est pas interdit de penser qu'on va augmenter leurs impôts néanmoins pour payer les décisions éclairées de leurs dirigeants. Écoutez, la solution, elle n'est pas encore d'augmenter les impôts dans un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés d'Europe. Ça, c'est pas possible. Pourtant, le pouvoir est tenté par cela. On verra ce qu'il fait. On verra ce qu'il fait. Il regarde aussi attentivement les collectivités. Oui, les collectivités, il y a un moment... Qu'est-ce que vous faites pour faire des économies à la tête de votre région? Parce qu'on dit toujours... Monsieur Dupont, je suis déjà en train de préparer le budget 2026. J'ai pas fait beaucoup de bruit, mais j'ai fait 150 millions d'euros d'économies. Dans quel domaine? Dans tous les secteurs. Une dernière question, Hervé Morin. En tant que ministre de la Défense, vous avez fait plusieurs salons du Bourget. Je ne veux absolument pas profiter du malheur des autres, mais
Il y a eu un accident en Inde avec un 787. On avait l'habitude des dysfonctionnements des 737 MAX. Est-ce que c'est une aubaine pour Airbus par rapport à Boeing ? Ça l'est probablement, oui. Ça l'est probablement, mais enfin bon, on ne peut pas se réjouir de ce genre de choses. On ne se réjouit pas de ce genre de choses, mais c'est factuel et ce sont des faits. Merci, mon cher Hervé Morin. C'est la fin de ce grand rendez-vous. Très bon dimanche sur CNews et sur... Ensoleillé en Normandie.